Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. VBG au Mali, pourquoi le phénomène persiste toujours? Les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre ont été lancés le 25 novembre dernier. Jusqu'au 10 décembre prochain, des campagnes de sensibilisation contre les VBG seront organisées à travers le pays. L'initiative vise à éliminer les violences à l'égard des femmes. Quelle est donc la situation au Mali? Pourquoi le phénomène persiste toujours? Existe-t-il une loi spécifique contre les violences conjugales au Mali? Comment se fait la prise en charge des personnes victimes de VBG? Comment est perçue la communication autour des VBG? Pour répondre à ces différentes questions, nous avons fait appel à 4 personnes. Moussa Guindo, expert en genre. Maïmouna Djongouda Dambili, également experte en genre. Zamba Ousmane Doumbia, responsable de la clinique juridique Trigé de Mali. Halashi Maïga, membre de Solidaris 223, une organisation qui vient en aide aux victimes de VBG. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. La première question sera adressée à Moussa Guindo. Quelle est la situation au Mali? Bon, je pense que nous sommes dans les 16 jours d'activisme. C'est un cadre qu'on profite pour faire des sensibilisations, pour qu'au moins les gens se rendent compte. Parce que vous venez même de dire à l'introduction pourquoi ça persiste. C'est une question de compréhension, c'est une question qu'on doit prendre en bras le corps, parce qu'il y a tellement comment on appelle, de sensibilisation. Il faut aller vers les textes maintenant. Quand on parle de VBG, les gens se posent la question pourquoi les femmes? Parce que les femmes sont à 50,4%. Et quand on parle des jeunes filles aussi, c'est par rapport à la vulnérabilité. Et quand on voit au-delà aussi, ça crée d'autres situations. Ça, on parle des handicapés et ça englobe tout là, on est dans le genre. Mais aujourd'hui, au Mali, avec la création d'un ministère dédié aux femmes, avec une politique nationale sur le genre, avec, comme on appelle cette politique qui a annoncé beaucoup de lois pour la protection de la femme sur le plan physique, sur le plan autonomisation, sur le plan occupation des espaces, ça veut dire quoi? Des cercles de décision pour que les femmes puissent se faire entendre. Bon, maintenant, avec votre question, je pense qu'il est bon de faire un bilan. Parce que les statistiques aujourd'hui, ça fait peur. Le dernier acte, c'est un homme qui a été tué par sa femme. Ça, on appelle un crime, parce qu'elle a prémédité. Elle allait chercher l'arme comment on appelle, l'objet de crime, et venir casser la tête de son mari sur le lit et le découper en morceaux et aller le jeter dans l'eau pendant 12 mois. C'est pour vous dire que c'est très grave. Ça s'est passé où? Ça s'est passé en commune 1. Comment on appelle, le cas est déjà judiciarisé, c'est déjà au niveau du tribunal de la commune 1. C'est pour vous dire que le genre, c'est entre les femmes, c'est entre les hommes, c'est entre femmes et hommes. Mais maintenant, on met l'accent sur femmes et hommes, ou dans le couple qu'on appelle le devoir conjugal. Bon, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, après 5 ans après, il y a eu beaucoup de cas qui ont été jugés. Mais compte tenu de la vérité de la chose, voilà pourquoi il faut aller vers une nouvelle loi, un nouveau texte. Parce qu'aujourd'hui, on prend tout dans le cadre du code pénal. Ça veut dire quoi? Les coups de blessures volontaires, comme on appelle les pratiques néfastes, qui va dans le cas de l'excision. Bon, quand on voit tout ça, je pense qu'à travers votre question, ça fait peur. Il faut aller dans la sensibilisation, mais il faut sanctionner. Maïmouna Djongouda Dambili, quel bilan pouvez-vous nous dresser de la situation au Mali? Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette question. Je pense qu'il est important d'abord de se mettre d'accord sur la notion de violence basée sur le genre. Parce que le plus souvent, quand on parle de violence basée sur le genre, les gens pensent que nous faisons uniquement référence aux violences conjugales ou aux violences faites aux femmes. Donc les violences basées sur le genre, nous pouvons d'abord les définir comme étant des préjudices qui sont dirigés contre une personne sur la base de son genre. Donc que ce soit une femme ou que la personne soit un homme. Donc cette violence peut toucher les hommes et les femmes. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ces violences peuvent être physiques
peuvent être psychologiques et émotionnelles, ces violences peuvent être sexuelles, peuvent être socio-économiques. Nous faisons aussi face à des violences institutionnelles. Donc ça concerne l'État qui, par ses actions ou ses inactions, peut aussi être un acteur qui catalyse la question des violences basées sur le genre. Et les violences basées sur le genre, ce sont aussi des pratiques culturelles néfastes, considérées parfois comme des valeurs par nos communautés. Si nous devons faire le bilan aujourd'hui, les textes qui existent au Mali ne sont pas du tout réduisants, comme M. Guindo le disait. Il y a les DSM, l'enquête démographique sur la santé du Mali, qui disait par exemple que 55% des filles au Mali sont données en mariage avant l'âge de 18 ans. Et sur ces 55%, il y a au moins 15% qui sont données avant leur 15e anniversaire. Alors ça ne va pas être alarmant pour beaucoup de personnes parce que c'est une pratique qui est culturellement acceptée. Mais les chiffres vont plus loin, par exemple, pour dire qu'il y a au moins 8 femmes sur 10 qui sont victimes de violences conjugales lorsqu'elles sont en couple. Et M. Guindo, tout à l'heure, a parlé du fait qu'il y avait beaucoup de victimes. Il y a beaucoup de victimes et j'ai lu une étude du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille qui a fait l'identification des discriminations qui existent en matière de genre au Mali. Et il y a 20 types de discrimination qui ont été identifiés, parmi lesquels on a les violences sexuelles, on a la sous-représentativité des femmes dans les espaces de prise de décision, que ce soit politique ou que ce soit dans les organisations de la société civile. On a le lévira, le sorora, le gabage et toutes ces questions-là. Et ce qui est vraiment alarmant, c'est la conclusion de l'étude, parce que l'étude a conclu que toutes les Maliennes avaient été au moins une fois dans leur vie victimes d'une forme de discrimination identifiée. Et ça, c'était dans les années 2000, mais malheureusement, et malgré les programmes et tout, ça n'a pas beaucoup évolué. Nous avons au contraire vu l'apparition de nouvelles formes de violence avec la crise que nous vivons actuellement. Halachi Maïga, vous venez d'entendre vos deux co-débatteurs. Vous faites partie d'une association qui vient en aide aux victimes de VBG. Généralement, vous rencontrez quel genre de violence? Ok, merci déjà pour l'invitation. Et avant de répondre à ta question, je vais juste préciser que l'association Solidaris est une association humanitaire et citoyenne à travers des projets de défense des droits de la femme et de l'enfant et de l'environnement. Nous rencontrons malheureusement tous les types de violences, tout type de victimes, je vais dire, des femmes comme des hommes. Mais la majorité constitue des femmes. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup plus de jeunes filles que de femmes en âge, que de femmes adultes. Quand vous dites jeunes filles, je sais de quel âge? De 12 ans, 13 ans, jusqu'à 17 ans. C'est-à-dire des filles, des jeunes filles qui ne sont même pas encore mariées. Ce ne serait que des jeunes filles qui sont en vie de couple, simplement. Donc c'est pour vous dire que, certainement, quelles que soient les différentes études qui ont été menées sur cette question, il en reste beaucoup qui ne sont même pas... Je vais dire qu'on est très loin de la réalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir peut-être encore qu'on mobilise assez les médias, comme vous venez de le faire maintenant, à ce que le message puisse être porté. Il y a aussi une forme de communication qui se fait à un certain niveau, où dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, on essaie d'opposer les hommes aux femmes. Ce n'est pas un combat des femmes contre les hommes ou un combat des femmes contre les hommes, non. Ce n'est pas un combat qui doit opposer les femmes et les hommes. Toutes les filles ou les femmes qui sont victimes aujourd'hui sont soit des filles d'un homme, la mère d'un homme ou l'épouse d'un homme. Donc, dans ce cas, on est forcément liés. Et la gravité, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut peut-être déplorer, c'est un peu la prise en charge. La prise en charge, nous sommes une association peut-être avec des moyens limités. Il y en a bien d'autres qui sont avec des moyens assez limités pour la prise en charge d'une victime.
ce ne serait que l'orienter vers peut-être les organisations qui ont un système bien assis qui permet de faire la prise en charge, soit en termes psychologiques, soit en termes médicaux, soit en termes juridiques, soit simplement héberger la personne à un petit moment, le temps que cette personne se retrouve. Et comment vous parvenez à identifier ces personnes? Ils viennent vers vous naturellement? Comment ça se passe? Naturellement, aujourd'hui, peut-être que nous remercions un peu l'effet des réseaux sociaux. Parce que nous, à travers nos activités, nous communiquons beaucoup sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux que souvent, de contact en contact, les jeunes nous contactent. Et le dernier cas que nous avons date de 3 jours. C'est une jeune fille qu'on appelle aide ménagère qui est embauchée chez une femme. Et la femme a un cousin ou un frère qui abuse de cette fille. Et souvent, c'est des situations comme ça qu'on arrive toujours à... La fille, ne sachant même pas où aller se plaindre, vient des villages qui ne comprennent rien, et on essaie de la faire comprendre que ça, ce n'est rien, ça passe. Donc, bien heureusement que la situation a été suivie par quelqu'un de l'extérieur qui a pu faire à ce que l'affaire soit portée devant la justice. Il y en a plein de cas comme ça. Ça ne finit même pas. Et le pire souvent aussi, c'est le fait que c'est des situations souvent qui sont bien encadrées au sein des familles et qui restent comme ça tabou à jamais. C'est bien dommage. Zamba Ousmane, comment se fait la prise en charge au niveau des victimes de VBG? Dans votre clinique juridique, comment ça se passe? Ok, merci d'abord pour l'invitation. Mais déjà, commencez à nous expliquer c'est quoi une clinique juridique. Effectivement, une clinique juridique, au fait, c'est un service, un département mis en place pour faciliter l'accès à la justice aux jeunes, aux femmes, mais aussi aux hommes, n'est-ce pas, ceux qui ont des déboires avec la justice ou qui ont été victimes de violences basées sur le genre. Donc, peuvent nous saisir et nous portons voilà, pour les aider à accéder à la justice, mais aussi à leurs droits. Donc, la clinique juridique, c'est ça en quelque sorte. Maintenant, quelles sont les différentes formes d'assistance que nous offrons aux victimes de violences basées sur le genre? Premièrement, nous leur offrons des services d'aide juridique et d'assistance judiciaire. Okay? Donc, il consiste à leur conseiller pour ceux qui veulent seulement des conseils juridiques, mais aussi à leur offrir de l'assistanat d'un avocat gratuitement. Parce que, ouais, au-delà de cette première forme d'assistance ou de prise en charge, nous avons également la prise en charge médicale. Donc nous-mêmes, n'étant pas des spécialistes en médecine, nous travaillons avec par exemple des one-stop centers ou des partenaires qui sont des centres hospitaliers vers qui nous acheminons les cas de violences basées sur le genre. Donc notamment les cas de violences sexuelles, donc, qui ont besoin en réalité d'avoir des preuves sur le coup. Très généralement, c'est ce qu'on cherche avant de porter, par exemple, une plainte. Au-delà de ça, on a la prise en charge psychologique. Et donc, dans ce cadre, on travaille également avec une organisation de la place qui est expert en matière de psychologie. Parce que vous voyez, donc, qui nous aide à accompagner les victimes jusqu'à ce qu'elles puissent recouvrir l'entièreté de leurs facultés. Parce que vous voyez. Donc souvent c'est difficile, malgré tous ces cheminements dont je viens vous expliquer, que la victime voilà, revienne au statu quo ante, c'est-à-dire au état d'auparavant. Mais ce processus est important. C'est important dans la mesure où ça permet de lutter efficacement contre les violences basées sur le genre. Donc nous, notre clinique ici à Bamako, à Mopti, mais aussi à Gao. Et présentement, nous avons ouvert un nouveau bureau à Sikasso pour aider les femmes à accéder à leurs droits et aussi à la justice. Comment les victimes se manifestent auprès de votre clinique pour chercher de l'aide? Généralement, comme l'a dit M. Maïga, c'est à travers les réseaux sociaux parce que nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux. Ensuite, et à travers des rencontres de proximité, c'est-à-dire de sensibilisation, on communique avec des personnes qui, de bouche à oreille, nous acheminent vers nous des personnes qui ont été victimes de violences basées sur le genre.
Est-ce que vous voyez? Donc aussi les émissions radio comme celle-ci, qui contribuent beaucoup à l'identification des cas ou à l'envoi des cas. Maïmouna Diongounda Dambélé, qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui que les VBG touchent essentiellement les femmes que les hommes? D'abord, avant de répondre à cette question, je pense que Zamba a dit quelque chose qui était très important, c'est le système de référencement. Parce qu'on n'a pas au Mali cette organisation qui fait la prise en charge holistique. Et la prise en charge holistique est ce qu'il faut pour les victimes de VBG pour leur permettre de reprendre, d'avoir une réinsertion sociale efficace. Et la prise en charge holistique concerne une prise en charge psychologique, une prise en charge psychosociale, une prise en charge médicale, l'aide juridique et l'assistance judiciaire, comme il le disait, mais aussi une réinsertion socio-économique. Donc les organisations individuellement offrent des services, mais n'offrent pas tous les services. Et c'est pour ça qu'il est important que les organisations travaillent ensemble pour voir comment aider une personne à sortir justement de cette situation très difficile. Mais la prise en charge holistique aujourd'hui, je pense, au Mali, c'est fait au niveau des One Stop Center, qui est une collaboration du système des Nations Unies avec l'État du Mali. Donc il y a des centres en commune 4, commune 5, 6, à Sikasso, à Kaï, qui est sur le point d'ouvrir, à Mopti, donc dans les capitales régionales. Mais là, nous sommes en train de parler de centres urbains. Pourtant, nous avons une population en majorité rurale. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau communautaire où des gens se retrouvent à 80 km du commissariat de police, par exemple? Donc, nous travaillons à mettre en place des réseaux sociaux, pas Facebook et Twitter, mais des groupes de personnes qui sont formées et qui ont l'information nécessaire et l'empathie pour pouvoir écouter les personnes au niveau communautaire et les orienter vers les services de prise en charge. Et ça, c'est très, très important parce que les personnes dans la communauté, c'est la porte d'entrée. Quand tu es victime de VBG, la première personne à qui tu vas le dire, c'est la voisine bienveillante ou une grande-tante ou une grand-mère lorsque les gens osent en parler. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais sauf qu'en milieu rural, avec l'absence de juridiction dans nos zones dues à l'insécurité, comment ça se passe? C'est très difficile. Et le premier point déjà, c'est parce qu'on considère les violences basées sur le genre comme étant des problèmes de famille. Et dans notre culture, le linge sale se lave en famille, donc doit échapper au contrôle de l'État. En l'amenant devant les juridictions, comme Alachi le disait, c'est comme si tu sortais avec une histoire de famille et l'exposais sur la place publique. Ça, c'est une première difficulté. Une deuxième difficulté, c'est que la plupart des violences ne sont pas considérées comme étant des violences. Nous parlons de VBG, de typologie, parce que nous arrivons à les identifier. En milieu rural, l'une des difficultés, c'est l'identification. La deuxième chose, c'est même après l'identification, comment accéder aux services. Par exemple, encore aujourd'hui en République du Mali, lorsque tu es victime de viol et que tu n'as pas l'appui d'une ONG, tu payes le certificat médical. La police te donne une réquisition à docteur et quand tu vas au centre de santé pour ce diagnostic et ces certificats-là, il faut que tu payes. Il y a combien de personnes qui ont les 1000 francs, 2000 francs ou 1500 à payer, par exemple, en milieu rural? Donc, c'est vraiment beaucoup de difficultés. Il y a la distance avec les services de prise en charge, il y a la méconnaissance des droits, il y a la méconnaissance des violences basées sur le genre, mais il y a aussi toute la question de banalisation. En venant à notre question, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les femmes en sont plus victimes? Je pense que ça, c'est dû vraiment à la construction sociale. Si nous prenons par exemple le Mali, notre société est fortement patriarcale. Dans notre société, toutes les autorités appartiennent aux hommes, que ce soit l'autorité politique, sociale, économique, ça appartient aux hommes. Et dans la société, par exemple, tu verras même qu'on puisse justifier une violence faite à une femme. Quand on va parler, par exemple, d'un problème en famille, on va demander une femme qui se serait rendue coupable d'inconduite, par exemple, on va demander, mais et son mari, il ne l'a pas corrigé. Par contre, lorsque c'est un homme, on fera appel au conseil de famille pour le raisonner, pour le conseiller. On fera appel, par exemple, au chef de quartier pour lui parler. Et pourquoi ce même traitement de dialogue avec l'homme, chef de famille, n'est pas réservé à la femme, mais on propose plutôt qu'elle soit châtiée par son mari. Et tout ça, c'est une question d'inégalité au niveau social entre les hommes et les femmes. Et les violences tirent leur source de là. Parce que
à cause de ces inégalités et à cause du fait qu'on considère les femmes comme étant des êtres qui ne sont pas égaux aux hommes, on justifie et on trouve des explications à beaucoup de violences qui existent. Donc, il y a une certaine acceptation sociale autour de ces questions-là. Et je pense que c'est ce qu'il faudra voir. Aujourd'hui, au Mali, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de violences. Mais pourquoi on parle plus de la question des femmes? Il y a cette notion d'acceptation, mais il y a aussi le fait que les violences faites aux femmes ont plus d'ampleur. On a plus de femmes victimes. Il y a aussi le fait que les femmes ont plus de possibilités d'en parler parce que c'est accepté que tu te fasses battre par ton mari, par exemple. Mais lorsque c'est un homme, tu vas en parler à qui? C'est lui chez qui tu vas demander de l'aide, même va commencer à rigoler de toi et toutes ces questions-là. Mais à cause de notre organisation sociale, il y a beaucoup plus de femmes victimes de violences basées sur le genre que d'hommes, même s'il y a ces cas-là aussi. Moussa Guindo, vous êtes d'avis avec Maïmouna pour dire que la société favoriserait cette situation? Effectivement, c'est clair. Maintenant, le nombre de femmes, je l'ai donné. La question de vulnérabilité, il y a le statut biologique même de la femme. Qu'est-ce qui amène tout ça aussi? C'est une question de pédanterie socio-culturelle. Parce qu'on pense que la femme est derrière l'homme. La femme doit tout accepter. Et dans les discussions, dans les échanges, souvent, les femmes sont en minorité. Imaginez-vous, une femme donne naissance à un enfant. Si le jour où l'enfant doit se marier, on demande à la femme, tu n'as rien à dire, il faut te mettre de côté. Bon, ça, c'est dans notre tradition. Bon, ça, c'est des violences. Bon, ça pousse aux gens. Pourquoi les femmes? Parce qu'à présent aussi, les gens sont au début, les femmes sont au début et à la fin. Celles qui sont chargées de la maison, celles qui éduquent les enfants. Le monsieur arrive tardivement, tout de suite dans un débat. Quelqu'un me dit, quand son mari rentre, il les menace parce qu'il est fatigué. Pour eux, les femmes sont là pour l'accueillir, pour le dorloter. C'est une obligation, c'est un droit. Mais ce n'est pas dans la violence. La femme doit aussi connaître sa place. Et pourquoi tout ça sur la femme? Je pense que c'est le nombre. Mais en réalité, la sensibilisation continue. Les textes sont là. Comme elle a si bien dit, les 7 types de violences sont déjà connus. Mais comment saisir le tribunal? Il y a tout cela. Bon, maintenant, il faut tout le temps accompagner. Même le fait que la femme d'aller demander divorce pour avoir le certificat de divorce, c'était un problème. Mais maintenant, c'est facile. Ça a été facilité par les organisations des ONG. Et aujourd'hui, si on veut une loi typiquement femme-genre, c'est à cause de ces associations. Je les félicite aujourd'hui. Mais l'État fait beaucoup. Elle a parlé des centres. Il y a des centres qui sont ouverts. Même on vient de Kangaba. On allait faire, comment on appelle, l'inauguration d'une salle, soit là qui devait recevoir les femmes. Mais ça a été dit à toutes les femmes sur place, par le ministre de la Promotion de la Femme, par les ONG, pour dire que ce n'est pas un centre où vous devez aller vous plaindre. C'est un centre où on vous prend en charge. Mais imaginez-vous une femme qui a des problèmes, qui peut aller devant un gendarme, un policier, expliquer son problème, c'est très difficile. Mais dans ce cas-là, l'État a fait tout pour qu'au niveau de chaque police ou au niveau de chaque gendarmerie, il y ait comment on appelle, une personne chargée du genre qui peut les écouter. Une femme, là, ça facilite comment on appelle, la procédure jusqu'au tribunal. Et il y a des gens qui sont chargés à ce niveau aussi pour au moins prendre en charge des femmes victimes. Et il y a des numéros verts aussi. L'État a fait beaucoup dans ce sens-là. Je pense que comme ces actions sont sur le terrain, c'est un bon débat. Nous sommes dans la période de sensibilisation et que nous profitons chaque fois pour donner réellement le chiffre réel aussi. Ça pose problème. Parce que chaque fois on donne des chiffres, madame vient de donner des chiffres, c'est des chiffres qui fait peur, qui fait chaud au dos. Mais maintenant, on ne sait pas comment trouver la solution. Parce qu'à chaque fois, quand moi je vois, chaque année, quand on vient débattre, c'est le même chiffre, c'est le même problème. Mais il faut évaluer, il faut avancer. Parce que chaque fois, on est dans la même situation. Je vous ai donné le cas de ce qui vient de se passer, c'est un cas criminel. Entre les femmes aussi, il y a eu des coépices qui se sont battues. L'autre a fait couper le doigt de l'autre à la cuisine, parce que tout simplement, elle préparait un bon plat, parce que son cousin l'a amené du poisson. Elle dit non, on ne prépare pas aujourd'hui du poisson chez nous, c'est pas son tour. Pour ça, ça se passe entre les femmes. Bon, si vous voyez tout ça c'est sur les femmes, je pense qu'il est bon de continuer la sensibilisation, il faut aller vers la sanction. Et je répète, parce que c'est un homme de droit. Il faut continuer à aller vers la sensibilisation, mais Halachimeg, est-ce que les inégalités entre garçons et filles dès le bas âge ne sont pas à l'origine de ça?
Ça a été dit par mes prédécesseurs que tout reste fondamentalement la question de la société. Nos enfants sont éduqués dans un cadre familial où l'homme domine. Dans la famille, on apprend déjà aux petits garçons que voilà comment un homme devait se conduire. On apprend à la petite fille, dès à son bas âge, qu'elle doit se soumettre. Ça, c'est notre société qui met cela dans les têtes des enfants. Tu prends même dans les familles où la violence règne, le petit garçon qui, dès à bas âge, voit que sa maman est violentée, pour ce petit garçon qui grandit dans un environnement comme ça, pour lui c'est normal que lorsque lui grandit, il doit également violenter, que ce soit sa femme ou peut-être son petit ami. C'est logique. Pareil pour la petite fille qui grandit, qui comprend qu'à un moment donné, ma maman est violentée, moi je dois me préparer à l'accepter, à être violentée demain, que ce soit par mon petit copain, que ce soit par mon futur mari. Ça, la société est en train de nous a éduqués un peu dans cette forme. Et ces inégalités de point de vue social persistent, ça insiste. Elle est, pour moi, reste la source, fondamentalement la source de toutes les violences que nous assistons en majorité envers les femmes. Ça s'est compris. Est-ce que Zanga Ousmane, la banalisation, vient de comprendre que c'est un fait de société? Les co-débatteurs viennent de dire, est-ce que les VBG, ça ne devient pas banal vu qu'on c'est au quotidien maintenant? Oui, bon, au fait, quand on s'en tient aux opinions des uns et des autres, aux discussions qu'on a souvent avec même nos collègues, on comprend nettement que les discours qui portent sur les VBG deviennent de plus en plus banals, n'est-ce pas? Même si les réseaux sociaux, souvent on taxe les féministes ou ceux qui sont engagés pour la lutte de tous les noms, on les traite d'assimiler, c'est-à-dire d'importer des choses de l'Occident et de venir transposer ça chez nous, que ce n'est pas normal, ça ne reflète pas nos réalités, ça ne reflète pas nos valeurs. Est-ce que vous voyez? Et partant de là, souvent vous allez voir dans les débats, ou même les cas qui viennent chez nous, ils ont besoin tout simplement d'être écoutés, n'est-ce pas? Et lorsque vous voulez les conduire devant le juge, ils sont très réticents. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que non, à cause comme on dit, de la réaction peut-être des unités de police judiciaire, souvent, qui, en la matière, pour les cas qui concernent par exemple le viol, les banalisaient tellement qu'elles ont honte au fait d'aller devant la justice, parce qu'elles se disent que ça va être banalisé, ou il n'y aura pas une issue favorable. Est-ce que vous voyez? Donc, tous ces phénomènes concourent au fait à rendre le sujet très banal. Et aujourd'hui, également, je trouve que au-delà de ces opinions, un constat est que, au fait, beaucoup de gens s'adonnent, comme on dit, se lancent dans la lutte féministe, sans pour autant avoir la conviction. Et ils ne reflètent pas en réalité une logique sincère dans leur combat. Donc ce qui fait que ceux qui les suivent sont souvent dessus et en viennent à laisser tomber le combat. Est-ce que vous voyez? Moussa Guindo, s'agissant toujours de la banalisation des faits, étant juriste, est-ce que le manque de législation pour qualifier un peu les violences conjugales n'accentue pas également la situation? Parce qu'on a l'impression que les violences conjugales ne sont pas considérées par la loi aujourd'hui. Effectivement, j'ai eu peur par rapport à ce qu'il vient de dire, par rapport aux banalisations, parce que des cas de violence et de viol, qui depuis à laquelle préliminaire on banalise. Bon, maintenant, la loi, c'est quoi? Ça définit les infractions. Et dans la typologie, il y a 7 types de violences basées sur le genre. Bon, maintenant, le juge, son travail, c'est juste de définir à travers les PV. Parce que quand on veut établir le viol, ça, c'est très clair. C'est s'il y a la violence, s'il y a une pénétration, c'est un cas de viol. Et tu vas en prison, ça part de 5 à 20 ans de réclusion.
Mais il y a des manques de textes parce que pourquoi? On prend le cas du genre dans le cadre général. Ça, c'est dans le code pénal. Bon, dans le code pénal, quand tu vois même les coups de blessures volontaires, quelqu'un a dit que si on va à la police ou bien à l'hôpital, on te vend l'acte comment on appelle, l'acte médical. Mais c'est très grave, le juge se base sur ça, même par rapport au viol. Mais si c'est falsifié, comment on peut le faire, le travail? Bon, maintenant, il faut aller vers une loi typiquement violence basée sur le genre. Parce qu'il y a déjà un programme de lutte. Je pense que Maïmouna a dit que l'acte est à payer, non à vendre. Normalement, tu dois débourser de l'argent pour avoir ce certificat médical. Bon, pour quelle raison? Quelqu'un qui a un mal, parce qu'il va se confier où? Parce qu'il y a un problème. Les violences se passent souvent nuitamment. Il est difficile aux policiers de rentrer chez quelqu'un nuitamment sans mandat. Bon, maintenant, c'est les dénonciations des voisins. Hier, on a entendu des bruits là-bas, voilà ce cas. Bon, le juge a besoin de ce témoignage-là pour asseoir sa décision. Bon, maintenant, si on va vers une loi, typiquement, parce que le projet de loi est déjà là depuis 2014, c'est déjà au niveau de l'Assemblée. Et dans ce projet de loi, même l'harcèlement est pris en compte, parce que ce n'est pas dans notre code. C'est ça la difficulté. Il n'y a pas de texte aujourd'hui à ce niveau pour réprimer. Quelqu'un fait des violences pareilles, on l'amène au tribunal, on le juge 2 ans, 1 année ferme, c'est fini. Mais il faut frapper dur. 10 ans, 20 ans. Parce que la femme n'est pas n'importe qui. C'est ça, parce qu'il faut aller vers ça. Oui, j'ai dit, je l'ai répété 4 fois, c'est les textes qui nous manquent. Moi, j'ai déjà des textes, des requêtes de textes nationaux avec des conventions, mais ça ne sert à rien. Mais il faut un texte clairement sur le VBG national au niveau national qui frappe dur. Maïmouna Dionkunda, comment comprendre ce manque de législation par rapport à l'ampleur du phénomène? Je pense que déjà notre code pénal apporte quelques réponses. Par exemple, le viol, c'est quelque chose qui est puni. Les coups et blessures. Alors, vous avez parlé de violence conjugale, mais il n'y a pas de disposition spécifique sur les violences conjugales. Mais lorsque, par exemple, quelqu'un se fait frapper, on met ça dans les coups et blessures. Mais je pense que c'est vraiment très différent de rencontrer quelqu'un dans la rue, de vous battre et de vous disputer d'en arriver à la main, que quelqu'un qui violente sa partenaire, donc quelqu'un qui est intime à toi, avec qui tu vis tous les jours, prendre des mégots de cigarettes pour brûler cette personne, lui causer des fractures, et c'est vraiment très différent. Donc il est important que nous puissions légiférer en la matière. Et comme je l'ai dit, les violences basées sur le genre, ce n'est pas que les violences conjugales. Il y a d'autres violences qui ne sont pas du tout prises en compte par la législation malienne. Je parle notamment des mutilations génitales féminines, je parle de l'âge du mariage qui est même, on va le dire, excusé. Parce que oui, ok, les associations travaillent sur le terrain, mais les associations doivent être aidées dans leur travail. Tu ne peux travailler qu'avec les moyens à ta disposition et la loi n'est pas favorable au travail que nous faisons. Pourquoi vous avez donné votre enfant en mariage avant l'âge de 18 ans? Parce que la loi me permet de la donner en mariage à 16 ans et même 15 ans si je le veux. Donc, c'est vraiment très difficile. Parfois, les gens disent qu'il y a toute la question, il y a une pression sociale et il y a une pression des religieux par rapport à la loi. Mais je pense que nous sommes dans un pays qui a ratifié des instruments juridiques qui l'engagent. Mais au-delà de ça, la question des violences basées sur le genre, ce n'est pas une question féminine, c'est une question sociale, c'est une question de droit, donc une question juridique. C'est une question de santé publique parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de femmes qui perdent leur fonction suite à des violences de cette nature. Et l'État, à mon avis, doit avoir le courage aujourd'hui de voter une loi, d'avoir des structures spécialisées par rapport à la prise en charge pour protéger les femmes maliennes. Ça, c'est important. Et on ne peut pas excuser cela. On ne peut pas dire que ce n'est pas une priorité parce que nous vivons une crise et que la sécurité est une priorité, la défense est une priorité, ou amener des arguments culturels pour dire que nous ne pouvons pas faire cela. Il est important parce que c'est des milliers de personnes qui soit perdent la vie, qui soit subissent des violences et donc ont des séquelles
pendant toute leur vie, et c'est énormément de potentiel qui pourrait aider à développer le Mali que nous perdons avec ces fléaux. Donc oui, il y a des arguments pour dire oui, la société n'est pas encore prête, mais ça fait des décennies que nous parlons de ça. Ça ne se calme pas. Il a parlé de banalisation, et la banalisation, c'est pas juste de dire ah c'est bon, mais c'est même de justifier les violences qui existent. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une interpellation à l'État du Mali d'être courageux, de prendre la responsabilité de protéger les femmes et les filles du Mali. On a besoin de ça. Alors, je pense qu'on est tous d'accord sur ce plateau pour dire que c'est un fait de société. Le problème se trouve dans nos sociétés, manque de législation, banalisation des faits. Zanga Ousmane, comment faire aujourd'hui pour changer la donne? Bon, je pense que déjà, comme l'a dit M. Guindo, on peut aller vers l'adoption d'une loi portant prévention et répression des violences basées sur les genres. C'est extrêmement important parce qu'il faudra spécifiquement tenir compte des faits de violences basées sur les genres dans une législation pour les incriminer, n'est-ce pas? Cela pourra dissuader beaucoup de gens. Et au-delà de ça, je pense que les victimes ou les survivants des violences basées sur les genres doivent aussi sortir de l'ermitisme, en fait, doivent sortir du silence, n'est-ce pas? Souvent, ces silences sont expliqués par des faits de marginalisation, et s'exposent à des marginalisations ou d'être traitées de femmes de mœurs légères lorsque, par exemple, une femme vient pour dénoncer un cas de viol. Mais il faut que les gens, malgré cet état de fait, sortent pour dénoncer. Et aussi, ce qui est bien dans tout ça, vous pouvez faire votre dénonciation voilà, dans l'anonymat parfait, n'est-ce pas? Donc, aussi, comme on dit, notre système judiciaire offre cette garantie, en quelque sorte. Donc, les choses peuvent se passer dans, comme on dit, dans un cadre un peu secret, plus ou moins intime. Confidentiel, exactement. Donc, au-delà de ça, il faut également une sensibilisation. On l'a dit tantôt, la sensibilisation ne suffit plus, mais il faut toujours de la sensibilisation. Parce que ce que j'ai compris de ma petite expérience sur le terrain, les gens ne savent toujours pas, connaissent toujours pas leurs droits au fait. Donc, c'est extrêmement important d'aller à leur contact, de leur expliquer. Et j'ai été étonné récemment de rencontrer, lors d'une de mes rencontres de proximité, des femmes qui me disaient que non, le mariage religieux célébré devant l'officier de culte musulman n'a pas la même valeur juridique que celui célébré devant, par exemple, le maire. Est-ce que vous voyez? Alors que lorsque la procédure est réellement respectée, les procédures sont respectées en tant que telles, donc ça a quasiment la même valeur juridique. Donc des choses comme ça peuvent voilà, contribuer à un éveil de conscience et aussi à lutter efficacement contre les violences basées sur le genre. Halachi Maïga, par où ou par quoi devrions-nous commencer pour changer la donne? Il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau. Il y a déjà d'abord l'application des textes qui existent déjà. Il y a le fait qu'on doit aller aussi vers l'amélioration des textes existants. Comme on en a parlé, l'insuffisance des textes à ce niveau. L'autre côté aussi, c'est qu'il faut vraiment sensibiliser les gens. Il faut sensibiliser énormément sur la question. C'est très compliqué en réalité, comme on l'avait dit que c'est un fait des sociétés, mais c'est beaucoup plus compliqué lorsque des questions touchent les gens dans leurs environnements proches. Je prends un exemple terre à terre. Il y a beaucoup plus de difficultés souvent à certains. Par exemple, il y a certaines personnes qui nous approchent, qui exposent leurs problèmes. Lorsque nous disons, OK, nous on va engager des procédures, si vous êtes d'accord. Tous disent, non, on est d'accord, on va. On va à un premier niveau, à un deuxième niveau. Là, ils se rendent compte que c'est la personne, leur bourreau qui est censé peut-être être un parent, doivent se trouver devant la justice ou devant le truc. Ah, il te dit, attends, je vais demander d'abord l'avis de maman. Et quand l'avis la revient, c'est tout à fait... Tu vas jurer que ce n'est pas la même personne qui t'avait au départ.
Donc, pour dire que la pression sociale est très forte sur les victimes. Donc, d'où le fait que difficilement que les victimes sortent du silence. Donc, à ce niveau, il faut vraiment sensibiliser les gens. Pas les sensibiliser seulement en termes de connaître des droits et tout, mais sensibiliser les gens à ce qu'ils prennent conscience des actes, du fait que des actes qui posent sont négatifs sur une personne. Pour qu'on puisse aujourd'hui trouver les moyens qui vont permettre à ce que la société puisse s'apaiser de la généralité. La banalité au Mali aujourd'hui, la banalité de la violence, ce n'est pas seulement qu'en termes de violence conjugale. Aujourd'hui, c'est devenu culturel chez les Maliens. La violence est devenue très banale dans le quotidien des Maliens aujourd'hui. Et c'est ce qui est très déplorable. Donc, du coup, quand tu reprends le fait de la violence en général, pour les violences de genre qui ne sont même pas connues des Maliens, donc forcément qu'ils soient ignorés. Merci beaucoup, Halachi Maïga. Moussa Guindo, est-ce que l'adoption d'une législation peut être un bon début de solution? Oui, effectivement, parce qu'après la sensibilisation, il faut évaluer. Il faut se trouver un terrain pour voir. Mais en réalité, même le code des personnes de la famille, ça régresse la proposition de la femme. Ça, c'est très clair, il faut le dire. Je suis très surpris d'attendre que le code aussi favorise. Maintenant, c'est le viol seulement. Il y a l'empoisonnement qui parle comment on appelle, des pratiques néfastes. Le juge peut se placer dans ce cadre-là. Pour parler de l'exclusion, il faut qu'on soit courageux. C'est ça que moi je veux. Le code pénal donne l'enfant à 16 ans en mariage. C'est un crime. Mais le Mali est signataire des conventions de 18 ans. Alors le juge peut aller chercher là-bas. Et c'est au-dessus de la loi. Pourquoi aller signer des conventions? Et au niveau national, enfermer. Les associations se sont mobilisées. Ils ont attaqué ce code-là devant la Cour africaine des droits de l'homme. Ça fait 2 ans, ils ont gagné. Le Mali n'a pas révisé le code. C'est pour vous dire que sans les textes, on ne peut rien changer. Vous voyez des difficultés qu'on vient de dire. Moi, je salue des associations, des jeunes, je suis sur le terrain. Mais en réalité, continuer la sensibilisation, mais il faut demander la législation. La loi a été discutée, les Canadiens nous ont soutenus, plus de 50 articles. L'harcèlement, des questions qu'on ne pouvait même pas toucher. C'est vrai, il y a des pesanteurs socio-culturels, économiques, voilà, il y a la religion, mais il faut sortir de là. Ce n'est pas pour qu'on ne veut pas pousser les gens à aller vers d'autres extrêmes. C'est juste une réalité. Quelqu'un a parlé de santé publique. Quelqu'un a parlé tu vois, de mesures néfastes contre les enfants, les sororas. On a parlé de ça. L'enfant aussi, on le donne en mariage, il y a des conséquences. Merci beaucoup, Moussa Guindo. Le temps de texte, faire voilà. réagir quand même, Maïmouna. Il faut revenir ce débat en Bambara aussi pour atteindre la population. Inch'Allah. Voilà. Maïmouna Dombélé, est-ce que nous ne devrions pas déconstruire le modèle social reçu pour changer la donne? Déjà, je pense que je vais un peu revenir sur ce que M. Guindo avait dit. L'âge du mariage, je pense que c'est dans le code de la personne et de la famille. Donc, peut-être que j'avais dit code pénal, mais c'est le code de la personne et de la famille. Je pense qu'il faut aller vers une société beaucoup plus égalitaire. Je pense que nous avons assez expérimenté le patriarcat et que ça a montré ses limites. Lorsque nous parlons de ces questions, les gens pensent que nous voulons donner une ascension aux femmes, que nous voulons que les femmes soient supérieures aux hommes. C'est pas ce que nous voulons, puisque nous voulons une égalité. Nous voulons aller vers des sociétés beaucoup plus égalitaires, pas là où les femmes vont être supérieures, mais là où nous allons reconnaître les mêmes droits, les mêmes chances et les mêmes opportunités à tous les Maliens et à toutes les Maliennes. Merci beaucoup, et c'est ce qui me fait à cette émission du Grand Dialogue. Merci à nos invités, Maïmouna Djonkouta Dambélé, experte en genre, Moussa Guindo également expert en genre, Halachi Maïga de Solidaris 223, une organisation qui vient en aide aux victimes de VBG, Zamba Ousmane Doumbia de Trigé de Mali. Je suis Mariam Maïga, à la régie son et vidéo, il y avait Gagné Kanté et Peting Diara. Merci et on se dit à la prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.